Edward Guinness est né le 10 novembre 1847 au sein de la célèbre dynastie brassicole Guinness, une famille dont le nom était devenu synonyme de l'une des entreprises de brasserie les plus prospères au monde. Homme d'affaires irlandais éminent, philanthrope et père, Edward a joué un rôle déterminant dans l'expansion et la modernisation de la brasserie Guinness à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la transformant en la plus grande brasserie du monde en termes de production. Voici son histoire. Edward est né dans l'une des familles les plus éminentes et prospères d'Irlande. Sa jeunesse a été façonnée par la richesse, l'industrie et un fort sens du devoir public. Des valeurs profondément ancrées dans l'héritage de la famille Guinness. Le nom Guinness était, au milieu du 19e siècle, devenu synonyme à la fois de réussite industrielle et de philanthropie, en grande partie grâce à l'œuvre de son arrière-grand-père Arthur Guinness, fondateur de la brasserie Guinness à St. James's Gate à Dublin. Edward était l'un des fils de Sir Benjamin Lee Guinness, un homme d'une immense richesse et d'un grand sens civique. Sir Benjamin, ayant considérablement agrandi la brasserie Guinness, a également été député de Dublin et a personnellement financé d'importants projets de restauration, notamment celui de la cathédrale Saint-Patrick, reflétant ainsi son mélange de sens des affaires et de vision. Benjamin était également l'homme le plus riche d'Irlande, ayant développé un commerce d'exportation considérable et agrandi sa brasserie en permanence. De cette figure remarquable, Edward a hérité non seulement d'une richesse matérielle, mais aussi d'un modèle de leadership fondé sur la responsabilité et le service. Élevé dans les domaines familiaux Guinness, y compris le château d'Ashford, Edward a connu une enfance privilégiée. Il a fait ses études au Trinity College de Dublin, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Irlande. Dans sa jeunesse, Edward montrait de l'intérêt pour l'entreprise familiale, mais son père mourut en 1868 et la brasserie fut alors gérée conjointement par Edward et ses frères. À seulement 29 ans, Edward racheta les parts de son frère dans l'entreprise familiale. Dès le début, il aborda l'entreprise avec un esprit d'entreprise moderne. Il investit massivement dans la mécanisation, les techniques de brassage modernes et les infrastructures, y compris l'agrandissement de la brasserie de St. James's Gate à une échelle sans précédent. Sous sa direction, la production de Guinness augmenta de façon spectaculaire et sa stout devint une marque mondiale, exportée à travers l'Empire britannique et au-delà. En 1873, Edward épousa sa cousine au 3e degré, Adélaïde, surnommée Dodo. Elle était issue de la branche bancaire de la famille Guinness. Le couple eut 3 fils. L'aîné était Rupert, né en 1874. Le cadet était Arthur, né en 1876, et le benjamin était Walter, né en 1880. En 1879, Edward produisait la quantité impressionnante de 565 000 tonneaux de stout. Un tonneau est un grand fût utilisé principalement pour stocker des boissons alcoolisées, comme le vin, la bière ou le cidre. Un tonneau au Royaume-Uni contient environ 300 litres. En seulement 7 ans, ce chiffre avait grimpé en flèche. En 1886, les ventes avaient atteint 907 000 tonneaux, dont 635 000 vendus en Irlande, 212 000 en Grande-Bretagne et 60 000 supplémentaires exportés à travers le monde. L'une des décisions les plus importantes d'Edward est survenue en 1886 lorsqu'il a introduit la société Guinness à la bourse de Londres. C'était une décision audacieuse et inhabituelle pour une entreprise familiale, mais cela lui a permis de lever plus de 6 millions de livres sterling, une somme énorme à l'époque, tout en conservant le contrôle de la société. Edward a gardé la majorité des actions, maintenant son influence et ses revenus, tout en élargissant le capital de l'entreprise pour sa croissance. Le succès de Guinness tenait à la production, la logistique et l'image de marque. Edward a investi dans les chemins de fer, les ports et les systèmes de distribution afin d'assurer l'exportation fiable et efficace de la bière brune Guinness. Il a également soutenu la publicité et la standardisation de la qualité, veillant à ce que le nom Guinness soit associé à la constance et à l'excellence dans le monde entier.
Grâce à une réinjection prudente des bénéfices et à la diversification, Édouard a préservé et accru sa richesse. Il a acquis d'importantes propriétés foncières, tant en Irlande qu'en Angleterre, et est devenu une figure majeure de la finance et de la philanthropie. Au début du XXe siècle, sa fortune personnelle était estimée à plusieurs dizaines de millions de livres sterling, soit l'équivalent de plus d'1 milliard de livres aujourd'hui. Edward Guinness est devenu l'homme le plus riche d'Irlande, puis a pris sa retraite de la gestion active en multimillionnaire à 40 ans. Bien qu'il se soit retiré des opérations quotidiennes, il est resté étroitement lié à l'entreprise en tant que président de la nouvelle société publique Guinness Co. et a conservé une influence significative en tant que principal actionnaire, détenant environ 35% des actions de la société. Édouard a également joué un rôle notable dans la vie politique britannique et irlandaise à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Son père, Sir Benjamin, avait été député de Dublin et Édouard a suivi ses traces, bien que sa trajectoire politique ait pris une forme différente. Bien qu'Édouard n'ait jamais siégé à la Chambre des communes, il exerçait une influence considérable en coulisses grâce à sa philanthropie, son leadership dans les affaires et sa propriété foncière. Des qualités très appréciées dans le paysage politique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande victorienne. En tant que chef de l'Empire Guinness, Édouard est devenu l'un des hommes les plus riches des îles britanniques. Cette structure financière et sociale l'a naturellement mis en contact étroit avec l'élite politique. Les contributions d'Édouard à la vie publique allaient bien au-delà des affaires. Il a financé des logements pour les travailleurs pauvres, grâce à la Guinness Trust, soutenu la recherche médicale, l'éducation et la réforme urbaine, tant en Grande-Bretagne qu'en Irlande. Sa générosité était perçue non seulement comme de la charité, mais aussi comme une forme de service patriotique, une qualité essentielle aux yeux de la couronne et du gouvernement. Son alignement politique avec l'establishment conservateur, ainsi que son engagement envers le bien-être des deux nations, faisait de lui un candidat naturel pour les distinctions honorifiques. Son élévation à la pairie est venue en reconnaissance de ses services étendus. Le 31 janvier de l'année 1891, Édouard fut créé baron Ivé. Ce titre l'a officiellement introduit à la Chambre des Lords, où il pouvait exercer une influence politique en tant que pair. Édouard était un partisan de l'Alliance unioniste irlandaise, un groupe politique qui soutenait fermement le maintien de l'union de l'Irlande avec la Grande-Bretagne sous un seul gouvernement, plutôt que d'accorder à l'Irlande son propre gouvernement indépendant. Comme beaucoup de personnes dans son cercle social et professionnel, il croyait que le maintien de l'union politique et économique était essentiel à la prospérité de l'Irlande, en particulier pour les grandes entreprises comme la sienne, qui dépendaient fortement du commerce avec la Grande-Bretagne. Lors du lockout de Dublin en 1913, l'un des conflits industriels les plus importants de l'histoire irlandaise, de nombreux employeurs ont tenté de forcer les ouvriers à se soumettre en les empêchant d'accéder à leur travail. Édouard adopta une position plus humaine. Il refusa de mettre ses employés à la porte, faisant preuve d'une rare retenue et d'équité. Sa décision était inhabituelle parmi les chefs d'entreprise de l'époque et démontrait sa conviction en la responsabilité sociale. Entre 1917 et 1918, Édouard participa à la Convention irlandaise, une assemblée politique convoquée par le gouvernement britannique dans le but de trouver un compromis entre les nationalistes irlandais qui voulaient l'autonomie et les unionistes qui souhaitaient rester sous la domination britannique. Malgré les espoirs qui y étaient placés, la Convention n'a pas réussi à parvenir à un accord, les divisions entre les partis s'étant révélées trop profondes. Bien qu'il fût en désaccord avec Sinn Féin, le mouvement politique émergent qui cherchait l'indépendance totale de l'Irlande, Édouard conserva une amitié personnelle avec William Thomas Cosgrave, un nationaliste qui devint plus tard le premier chef du gouvernement de l'État libre d'Irlande en 1922. Cette relation mettait en évidence la capacité d'Édouard à combler les divisions politiques, même en période de grande tension nationale. En tant qu'homme d'affaires, Édouard, comme beaucoup d'autres dans le monde commercial irlandais, craignait les conséquences économiques de l'autonomie irlandaise.
Il craignait particulièrement que la séparation politique de la Grande-Bretagne n'entraîne de nouveaux impôts ou droits de douane, ce qui pourrait rendre le commerce entre l'Irlande et la Grande-Bretagne plus coûteux. Puisque la Grande-Bretagne était le plus grand marché de Guinness, de tels obstacles auraient menacé les ventes, les bénéfices et les emplois. Sous la structure existante du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, le commerce était libre et sans restriction, une situation favorable aux affaires. Finalement, lorsque l'État libre d'Irlande a été établi, certaines de ses craintes se sont réalisées. Le nouveau gouvernement a augmenté les taxes sur les ventes à l'intérieur de l'Irlande, ce qui a affecté le commerce intérieur. Cependant, les exportations vers la Grande-Bretagne sont restées non taxées, ce qui a permis aux affaires internationales de Guinness de se poursuivre sans perturbation majeure. Parmi ses nombreuses contributions à la vie publique, Édouard a joué un rôle discret mais remarquable à l'époque des grandes explorations héroïques. Il a aidé à financer l'expédition britannique en Antarctique des années 1907 à 1909. Dirigée par le célèbre explorateur Ernest Shackleton, cette expédition, bien qu'elle n'ait pas atteint son objectif d'atteindre le pôle sud, a réalisé le voyage le plus au sud jamais enregistré à l'époque. Un exploit d'endurance, de courage et d'ambition scientifique qui a su capturer l'esprit de la nation. Mais c'est par sa philanthropie qu'Édouard a laissé un héritage plus durable. À Londres, ses engagements en faveur de la réforme sociale ont pris forme avec la création du Guinness Trust en 1890, une organisation dédiée à fournir des logements décents aux familles à faible revenu. Ce qui avait commencé comme une modeste fondation caritative est depuis devenu l'une des plus grandes associations de logement du Royaume-Uni, gérant aujourd'hui plus de 66 000 logements. À travers ce trust, Édouard cherchait à offrir non seulement un abri, mais aussi de la dignité à ceux qui vivaient dans les conditions surpeuplées et insalubres de la ville industrielle. À Dublin, sa générosité se ressent encore dans le tissu même de la ville. L'un de ses dons les plus précieux a été fait en 1908, lorsqu'il a offert le coûteux jardin arrière de sa maison de ville au 80 St. Stephen's Green à l'University College Dublin, connu aujourd'hui sous le nom de Ivy Gardens. Édouard est décédé en 1927 dans sa résidence londonienne de Belgravia à l'âge de 79 ans. Au moment de sa mort, sa succession a été évaluée pour l'homologation à plus de 13 millions de livres sterling, une fortune qui, de nos jours, dépasserait 1 milliard de livres. Cette richesse stupéfiante reflétait non seulement l'immense succès de l'empire brassicole Guinness, mais aussi la gestion avisée et la vision qui avait défini la vie d'Édouard. Cependant, à sa mort, l'entreprise Guinness ne passa pas entre les mains d'un seul héritier, comme cela avait été le cas dans les générations précédentes. À la fin des années 1920, l'entreprise était devenue une société cotée en bourse, ses opérations étant supervisées par un conseil d'administration plutôt que dirigées uniquement par la famille. L'époque où un seul patriarche dirigeait l'entreprise avait laissé place à une gouvernance d'entreprise moderne. Néanmoins, la famille Guinness restait profondément impliquée. En tant qu'actionnaires principaux et membres influents du conseil d'administration, leur présence continuait de façonner l'orientation de l'entreprise et de préserver ses valeurs fondatrices. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profile.